bonsoir à tous et merci de nous accepter chez vous pour ce nouveau rendez-vous de programme croisé. Ce soir, avec nos invités, nous débattrons du centre d'intérêt électoral des populations. Autrement, comment accroître l'accès aux services sociaux de qualité et des infrastructures de base. Oui, Aboubacar, eau, électricité, habitat, comment les rendre accessibles à plus de Guinéens? Quel programme à la meilleure offre en termes de transport public et de télécommunications? Les soins de santé et l'éducation seront-elles prioritaires? Autant de questions sur lesquelles les électeurs voudraient des réponses claires et précises des candidats pour motiver leur choix. Sur ce thème, donc, nous aurons deux plateaux. Le premier, c'est avec les invités présents sur ce plateau. Oui, des invités que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Sakabari est donc conseiller du directeur de campagne au sein du RPG Arc-en-Ciel, Rassemblement du peuple de Guinée et parti allié. Bonsoir, Monsieur Siaka. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Voilà, à côté de lui, nous aurons l'UGDD, entendez, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. Aujourd'hui, c'est Francis Haba, vice-président des finances et du développement, qui répondra à nos questions. À ma gauche, vous avez Nadia pour une deuxième fois. Bonsoir aux Guinéens et Guinéennes qui nous suivent. Bonsoir à la jeunesse guinéenne. Nadia est porte-parole de l'UFDG, Elhadj Cellou Dalein Diallo. Et à l'extrême gauche, vous avez le parti groupe, la génération pour la réconciliation et l'union et la prospérité. Ce sera donc M. Jean-Victoire Topa, qui est directeur de communication. Voilà, c'est ça. Bienvenue donc à tous nos invités, mais aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. Vous l'aurez remarqué, pour ceux qui ont suivi les deux premiers numéros, cette fois-ci, nous avons renforcé un peu notre table avec la présence de notre confrère de Familia FM, Aboubacar Kouila Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau pour ce programme croisé. Bien avant d'inviter donc les partis à prendre la parole et à dégager leur vision sur le thème, nous allons essayer de cerner son concept et les grands enjeux de ce thème de croissance et de développement pour un pays avec l'avis d'un universitaire. Cette fois-ci, nous faisons appel à Dr Fassiné Conté. Il est docteur en économie, enseignant-chercheur et recteur de l'université Mahatma Gandhi, c'est ici à Conakry. Nous le suivons. Je voudrais commencer par dire que, vous savez, nous, les pays en développement, nous avons trois caractéristiques, à savoir le fait que nos populations ont un faible revenu, la mauvaise qualité des infrastructures ou leur quasi-inexistence, et le fait que ces populations ne prennent pas part aux prises de décision les concernant. Donc, pour relever le défi du développement ou alors de la pauvreté, il faut forcément régler ces trois problèmes. En ce qui concerne les infrastructures de base, permettez-moi de les citer, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Ces infrastructures de base permettent de donner à ces populations des aptitudes leur permettant d'améliorer leur productivité. Et par ricochet, la croissance que nos chefs d'État revendiquent le plus souvent dans leur discours de fin d'année. Sur ce plateau, nous attendons donc vos propositions. Que proposent vos partis pour améliorer donc l'accès aux services sociaux de base et aussi la qualité des infrastructures pour les 5 prochaines années? Donc, le premier niveau de question à tous les candidats, comment améliorer la qualité de l'éducation et du système de santé en Guinée? Chacun de vous a 2 minutes. Nadia. Alors, pour le président Cellou Dalein Diallo, les ressources humaines constituent le premier facteur de développement de la nation. Donc, en ce sens, pour lui, le plan d'avenir de la Guinée, c'est l'investissement dans la jeunesse. Et qui dit l'investissement dans la jeunesse, dit une jeunesse qu'on sort des perspectives désespérantes dans lesquelles ils sont. Une jeunesse à qui l'on donne de l'emploi, mais pour trouver de l'emploi à cette jeunesse, il faut assurer en amont son éducation. Alors, l'argent, le nerf
nerf de la guerre, vous conviendrez, vous qui me suivez devant votre poste de télévision. Pour ça, le président Cellou Dalein Diallo s'insurge contre le faible budget qui est alloué à l'éducation, l'un des plus faibles, 12%, au lieu des 30% que préconisent les standards régionaux et internationaux, quand on constate que parallèlement à cela, le budget alloué à la présidence connaît une hausse substantielle de 43%. Quel avenir veut-on réserver à la jeunesse guinéenne avec ça? Donc là, c'est cette vérité-là qu'il faut pointer du doigt. Et pour l'UFDG, il s'agira non seulement de procéder à de véritables états généraux de l'éducation, véritable état généraux de l'éducation qu'on précédera dans l'audit institutionnel, et ensuite on accordera une place fondamentale au préscolaire parce qu'il faut préparer les enfants au primaire, et continuons toujours en faisant, parce que gouverner c'est faire des choix. L'éducation pour nous c'est un choix fondamental auquel il faut allouer toutes les ressources nécessaires, et cela passera donc par le statut des enseignants dont il faut améliorer les conditions de vie et de travail, le contenu de la formation, et également adapter les diplômes aux besoins du marché de l'emploi. Pour la santé, je ne sais pas si je suis toujours dans le temps, donc pour la santé, peut-être que nous y reviendrons, mais on a encore l'un des budgets les plus faibles, on est à 3,96%, et il est inadmissible qu'en 2015, on perde des vies humaines. Dessus. À présent, la parole à Francis Abba, il est vice-président aux finances et au développement de son parti, l'UGDD. Oui, le président Gandhi, et vous le connaissez très bien, avoir fait le tour de la Guinée, le constat qu'il a trouvé est vraiment amer. Délabrement des services sociaux de base, des écoles primaires, des lycées, des universités, ainsi que des hôpitaux sur lesquels la Guinée pouvait compter. Alors, le président Gandhi, j'allais dire, au pouvoir, va, n'est-ce pas, faire de l'éducation pour tous sa priorité. Alors, la priorité, pourquoi? Parce que c'est un moment de tout un pays. C'est pourquoi il va tout à généreux de l'éducation pour réorganiser, n'est-ce pas, l'enseignement supérieur, pour réorganiser l'enseignement préuniversitaire et pour, n'est-ce pas, faire de l'enseignement préuniversitaire une priorité. En quoi faisant, n'est-ce pas, en donnant une bonne formation aux éducateurs qui sont les enseignants, en donnant une primauté, n'est-ce pas, au recrutement. Il ne faut pas recruter n'importe qui au sein de l'éducation, et en essayant, n'est-ce pas, de rendre gratuit effectivement certains services, n'est-ce pas, qu'on appelle par exemple la césarienne au niveau des hôpitaux publics. Et je pense que c'est en cela le président Gandhi va s'atteler. La césarienne qui est déjà gratuite depuis quelques années. Elle n'est pas gratuite, la césarienne. Sur toutes les années, on pourra revenir sur ça en profondeur. À présent, nous allons passer la parole à Jean-Victoire Tokpa du parti groupe. Il est directeur de communication donc, de son parti. Voilà, vous savez, quand on parle de projet de société, les gens abordent souvent la question avec des théories universelles. C'est pourquoi nous, au parti groupe, nous avons pris le temps d'examiner la situation des Guinéens. Nous sommes allés sur le terrain. On a été à Kabak, on a été à Zempa, on a été à Gamou-Berema, on a été à Kaboukaria. On a vu les conditions dans lesquelles les Guinéens vivent. On a vu comment les gens étudient, n'est-ce pas, dans des conditions délabrées. On a vu les salles de classe. On a vu des salles de classe qui manquent de bancs. On a vu des enseignants mal formés qui n'ont même pas, n'est-ce pas, le BEPC, mais qui ont pu avoir, n'est-ce pas, un concours de, comment on appelle, pour entrer, n'est-ce pas, dans le système, pour donner des cours à des gens, alors que, n'est-ce pas, ils n'ont même pas la compétence. Ça, c'est une situation très grave. Nous avons vu des salles de classe dans lesquelles les gens sont entassés comme dans une boîte de sardines, 100 personnes. C'est pas normal. C'est pourquoi nous avons dit qu'au soir du 11 octobre, lorsque les Guinéens auront accepté de choisir Papa Koli Kroma comme président, nous lui avons remis une feuille de route qui constitue, n'est-ce pas, à construire, n'est-ce pas, plusieurs écoles. Il faut éviter, n'est-ce pas, à ce que les gens se déplacent, les gens parcourent 7 km, n'est-ce pas, pour aller suivre, n'est-ce pas, des cours dans un autre village, dans un district ou dans une sous-préfecture. C'est pas normal. Nous allons construire des salles de classe pour les Guinéens, où les Guinéens vont étudier avec un nombre allant de 24 à 30 personnes. C'est très important. Et au-delà de ça, nous allons renforcer les capacités, n'est-ce pas, de nos enseignants. Il faut que les enseignants soient recrutés sur la base de la compétence. Il ne faut pas recruter les gens par affinité sur la base de la corruption. Ça va, n'est-ce pas, endiguer le processus de développement du système éducatif, parce que nous savons que dans le temps, la Guinée était une référence au temps de Sékou Touré.
Hein, si Sékou Touré a osé, n'est-ce pas, demander l'indépendance de la Guinée, c'est parce qu'il avait des cadres, n'est-ce pas, qui pouvaient alors défendre la Guinée et qui pouvaient, n'est-ce pas, faire de la Guinée un État émergent parce que simplement ils avaient la compétence. Mais aujourd'hui, notre système éducatif est à un niveau très bas. Tokba. Maintenant, nous tournons vers M. Siaka Bari, conseiller du directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel. Merci aux millions de téléspectateurs guinéens qui font confiance à votre média et qui font confiance aussi à nous qui venons intervenir au nom de nos partis respectifs. Je vous remercie de cette disponibilité que vous nous accordez. J'ai suivi toutes les interventions. Le secteur éducatif est un secteur technique par excellence. On ne l'aborde pas avec de la philosophie, on ne l'aborde pas avec des théories. On l'aborde d'une façon pragmatique et technique. Et donc, l'éducation s'articule autour de 3 grands axes. Nous avons d'abord l'amélioration des conditions d'accès des enfants aux infrastructures de base et de qualité. Deuxième axe, nous avons l'amélioration surtout de la qualité de l'enseignement, parce que rien ne sert de mettre en place des infrastructures si au sein de ces infrastructures, vous n'avez pas un enseignement de qualité qui se dispense. Troisième axe maintenant, c'est le renforcement des capacités des autorités éducatives et de tous les acteurs qui participent au processus d'éducation de l'enfant. Donc voici les 3 axes. Et au RPG Arc-en-Ciel, si les Guinéens accordent leur voix pour la continuité des actions que nous avons eu à poser au cours de ces 5 ans, je reviendrai sur ces actions, puisque c'est moi qui ai un bilan à défendre. Si les Guinéens donc nous accordaient leur suffrage pour les 5 années, nous allons surtout accroître le premier indicateur au sein de l'éducation qu'on appelle le taux brut de scolarisation. Nous avons souscrit aux OMD. Les OMD sont les objectifs du millénaire pour le développement. Nous avons souscrit là-bas un engagement qui dit que la Guinée, à l'heure de 2015, devait atteindre 100% des taux bruts de scolarisation. C'est-à-dire que 100% des enfants qui ont l'âge d'aller à l'école devraient être à même d'aller s'inscrire dans une classe, dans une salle de classe. Ce qui n'a pas été atteint, mais beaucoup a été fait. Parce que nous avons trouvé en 2010 un taux brut de scolarisation de 78%. Hérité, vous savez, le développement, ce n'est pas un stock, c'est un flux. Donc hérité des gestions successives, des régimes que vous connaissez. Je suis à l'aise de voir... Merci Monsieur Bari pour cette première prise de parole. Donc nous rappelons le thème, c'est comment améliorer la qualité de l'éducation et du système de santé en Guinée. À présent, nous allons passer la parole à Monsieur Koila pour la première question à nos candidats. Justement, je voulais revenir sur l'aspect budgétaire. On sait que, n'est-ce pas, l'expression économique de tout gouvernement, c'est bien sûr, ça travers le budget, c'est l'expression chiffrée de la volonté politique des différents acteurs. Madame Nadia a abordé ce volet-là. On sait que la priorité des actes des différents gouvernements, c'est surtout la formation, n'est-ce pas, des populations. Alors comment est-ce que vous comptez rehausser ce budget, parce qu'on parle de coupe budgétaire en fonction des priorités des différents gouvernements. Comment est-ce qu'au sein des différents acteurs, vous comptez pouvoir réajuster ce budget en fonction des aspirations, n'est-ce pas, en termes de formation des enfants? Nadia. Moi, je pense que tout ce qui nous démarque aujourd'hui sur ce plateau, c'est la priorité de nos différents actes d'action. Et l'une des priorités que le président Cellou Dalein Diallo accordera à sa politique, c'est de mettre la jeunesse au cœur de son action, et c'est l'éducation. Donc j'aimerais bien que monsieur nous explique comment, avec un tel budget, on peut mettre en place, concrétiser toutes les promesses électorales qui viennent d'être faites, tandis que d'autres n'ont pas été tenues. Donc là, pour venir à la question de monsieur, il s'agira de s'aligner sur les standards régionaux et internationaux et de procéder par une rationalisation des dépenses publiques, parce qu'il est important d'expliquer aux Guinéens et Guinéennes qui nous suivent que 1 milliard consacré, 1 milliard par jour de budget de la présidence, on peut faire des coupes substantielles de manière à l'accorder à l'éducation, de manière à améliorer le statut, parce que les enseignants font un travail formidable sur le terrain. Ils font avec les moyens dont ils disposent, donc c'est pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et je pense que l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, a à cœur de défendre aussi la réduction de l'échec scolaire, parce que nous prenons aussi bien une approche quantitative que qualitative. Une approche qualitative. Nadia, vous avez demandé à M. Bari de vous dire comment est-ce qu'il compte relever un peu ce budget. M. Bari, à vous la parole. Ok, j'ai l'impression que Nadia parle, mais elle a beaucoup plus de rhétorique politicienne que de technicité dans ce qu'elle dit. Ça, c'est vous qui le dites. Voilà. La technicité, nous sommes dans un débat purement technique, on n'est pas aujourd'hui en politique. Si la représentante de M. Cellou Dalein nous dit, je vous mets au défi, vous prenez toutes les statistiques
de 1990 jusqu'en 2015, la Guinée a enregistré le plus faible taux de financement du secteur éducatif en 2005-2006. Et c'est Cellou Dalein Diallo qui était au pouvoir. En fait, il était Premier ministre, il avait la coordination de l'action gouvernementale. Il consacrait à l'époque... Le chiffre, justement, parce qu'elle parle sans chiffre. Il avait accordé à l'époque 1,85% du produit intérieur brut au système éducatif. Le professeur Alpha Condé consacre aujourd'hui 3,5%. Nous avons triplé. Et quand elle dit les standards internationaux, elle n'a pas cité les standards. Le standard sous-régional aujourd'hui est à 4%. La Guinée est à 3,5%. Le professeur Alpha Condé a pris cet indicateur, il l'a pris à 2%. Merci, M. Barry. Que pensez-vous de la réaction? J'aurai le droit de revenir. Effectivement, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement va renforcer, n'est-ce pas, le partenariat public-privé. Parce qu'on sait que l'État guinéen n'aura pas tous les moyens possibles pour réaliser tous les investissements dont les Guinéens ont besoin. C'est pourquoi il faudra approfondir ce partenariat public-privé. Nous voyons aujourd'hui des exemples. Vous voyez la construction d'universités en privé, la construction d'écoles en privé. Mais là où nous avons mal au cœur, c'est quoi? C'est que le budget alloué aux universités privées est 5 fois ou 6 fois supérieur au budget alloué aux universités publiques. Alors que les universités publiques devaient plutôt être la priorité, n'est-ce pas, de l'État. Monsieur Ancien Kabari ne va pas me dire le contraire. L'État consacre aujourd'hui plus de 15 millions de francs guinéens par étudiant aux universités privées et moins de 5 millions de francs guinéens par étudiant aux universités. Donc ça, c'est un cri du cœur. Voilà, justement, M. Francis vient de soulever un point très important qui nous a sidéré au parti groupe. Quand il dit que, n'est-ce pas, l'État consacre plus de budget aux universités privées qu'aux universités publiques, c'est ça le système. Parce que ceux qui ont ces universités privées-là, ce sont des hauts commis de l'État. Ils font des factures, ils construisent ces universités, ça pullule. L'État n'est-ce pas, n'entreprend pas une politique rigoureuse pour réguler ce secteur. On injecte de l'argent là-bas, après l'argent là revient à des individus. C'est ça le système. Il faut combattre le système. C'est le système qui met la Guinée en mal. Si toutefois nous ne comprenons pas ce qui fait mal à ce pays, si toutefois on ne peut pas combattre, n'est-ce pas, ce système, ce clan qui est autour, n'est-ce pas, du pouvoir et qui fait en sorte que les bénéfices, les intérêts ne puissent profiter qu'à des individus, la Guinée va toujours sombrer. Et c'est ce que M. Alpha Condé fait avec son gouvernement, avec ses cadres, avec ses commis qui sont ça et là et qui font des factures, qui font des budgets, qui créent des situations pour prendre l'argent du peuple. On est sidéré contre ça et c'est contre ça que nous nous sommes levés. Juste rappeler que l'allocation des budgets aux universités privées était bien avant 2010. Oui, j'ai un droit de réponse. J'ai 30 secondes. D'accord, j'ai un droit de réponse. Je pense que quand on n'a aucun bilan à défendre, il est facile de fustiger le bilan du président Cellou Dalein Diallo, qui, je vous le rappelle, n'a jamais été à la présidence. Aujourd'hui, l'état de l'école guinéenne est le reflet de l'état de la société guinéenne. Une société en parfaite déliquescence, une société dans laquelle la corruption endémique est devenue le principe plutôt que l'exception. Donc, puisqu'il est question de défendre le budget de société, nous, on s'érigera de manière à lutter contre l'échec scolaire et de manière aussi à revoir les systèmes d'évaluation des connaissances, parce qu'on en a pas parlé. On retrouve maintenant Aminata Sangaré qui avait une question importante sur la qualité de l'éducation. Oui, tout d'abord, je voudrais rappeler que tous les États, dans la conception de leurs grands projets, se projettent 50 années en avant. Donc, il y a plein de partis ici qui pointent les doigts accusateurs les uns vers les autres. Moi, j'ai pris dans vos interventions le service qualité de l'éducation. Et pour cette qualité, il faut surtout beaucoup s'investir dans les infrastructures et la qualité des éducateurs. Maintenant, quelles sont les réformes prioritaires que vous vous accordez pour avoir cette qualité-là justement dans les infrastructures et le service enseignant? Jean-Victor. Eh bien, j'ai commencé par dire que nous, par rapport à l'éducation, nous allons construire les écoles. Nous allons faire en sorte que les enfants ne se déplacent pas, ne parcourent pas 7 km, 5 km, 8 km, 10 km pour aller étudier. C'est difficile. Alors nous allons construire, n'est-ce pas, des écoles de proximité. Il faut décentraliser. Il faut faire en sorte que là où il peut y avoir 200 personnes, 500 personnes, qu'il y ait déjà une école pour aller à l'école. Il ne faut pas que les gens se déplacent, n'est-ce pas, pour parcourir des kilomètres pour aller étudier. Ils vont arriver à l'école fatigués. Ils n'auront plus, n'est-ce pas, la force de suivre les cours. Et les cours sont mal donnés parce que les enseignants ne sont pas bien formés. Je vous ai déjà dit. On recrute des gens qui n'ont pas le BEPC pour aller enseigner.
Parce que simplement il y a la corruption, parce que simplement le système ne marche pas, parce que simplement on recrute des gens parce que c'est tel ou tel. On recrute les gens sur la base, n'est-ce pas, de l'activité. Oui, mais l'argent viendra d'où? Pardon? L'argent viendra d'où? Nous avons des moyens. Nous avons des moyens. Il suffit juste, n'est-ce pas, de procéder, d'appliquer une politique rigoureuse à notre économie. Il suffit juste, n'est-ce pas, de créer la sécurité pour attirer les investisseurs. Ils vont venir, ils vont investir, ils vont payer les taxes et les impôts. Nous allons, n'est-ce pas, assainir notre économie et nous ferons en sorte qu'il y ait la croissance. Et nous parviendrons ici, n'est-ce pas, à faire face à tous ces secteurs-là. Monsieur Badou. Oui. Sur la même question. J'entends ici des vœux pieux, hein, mais lui, quand je l'écoute, le monsieur du groupe, j'ai l'impression qu'il est en train simplement de décrire ce que nous sommes en train de faire actuellement. J'ai dit que nous avons pris le taux de scolarisation de 78% qui avait stagné à ce niveau depuis 2006. J'ai rappelé tout ce que M. Selou Dalein l'a laissé à 78%. Les militaires sont venus, c'est resté à 78%. Le professeur Alpha Condé, en 5 ans, l'a pris de 78% à 86%. Tous les chiffres que je donne sont vérifiables chez tous les partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale, les Nations Unies, l'UNESCO, etc. Donc, je voudrais aujourd'hui qu'on parle avec les chiffres. Aminata a parlé de qualité. Justement, on ne parle pas de qualité. On ne peut pas concevoir de qualité si d'abord les enfants n'ont pas accès à l'école. Vous ne pouvez pas venir parler de qualité dans un village où il n'y a pas d'école, justement. Et nous avons trouvé sur place que 22 enfants guinéens, chaque année, étaient privés de l'école parce qu'il n'y avait pas une salle de classe. Au jour d'aujourd'hui, nous avons ramené ce chiffre à 14 enfants guinéens. En quoi faisant? Nous avons construit en 5 ans 5098 salles de classe. C'est consultable, c'est vérifiable et c'est fiable. Vous allez sur n'importe quel site de la Banque mondiale. Merci, Nadia. Mais dans ces 5098, quels sont les enseignants? Vous mettez qui et quel est le contenu pédagogique qui n'a pas encore été touché? Là, parlons du régime de Conto. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît. À l'époque, on avait donc eu la mise, la fin de la contractualisation. Et là, sous votre régime aujourd'hui, on a cette contractualisation qui met les fonctionnaires dans un état de précarité qui ne dit pas son nom. Donc pour nous, la qualité, ce qui nous semble indispensable, c'est de miser sur la formation et de revoir déjà le mode de recrutement. Le mode de recrutement des maîtres d'élèves à l'ENI, à l'École nationale des instituteurs, c'est de revoir cela et de revoir aussi la manière à accroître la formation continue aussi. La formation continue et de réévaluer, d'introduire beaucoup plus de transparence, d'équité. C'est votre ministre qui l'a dit quand il a dû s'insurger au regard de la médiocrité de la qualité des examens, des prestations. L'école guinéenne, encore une fois, nous fait honte. Donc pour le président Selou Dalein Diallo, il s'agira dans un premier temps de ne pas mentir aux enfants guinéens et de ne pas mentir L'un des problèmes fondamentaux aujourd'hui, c'est effectivement la concentration, n'est-ce pas, du budget d'investissement au niveau des ministères. L'IGDD fera en sorte qu'au moins 10%, n'est-ce pas, de ces dépenses d'investissement soient allouées aux collectivités décentralisées. De façon, parce que ce sont ces collectivités qui connaissent effectivement la priorité là où ça ne va pas. Ces collectivités donc seront responsabilités et ils vont relever rapidement cette qualité, ce problème de qualité dont l'enseignement guinéen aujourd'hui est en train de faire face. Alors, il y a un autre élément important. C'est quoi? C'est que tantôt, j'ai parlé d'états généraux de l'éducation. Ça ne sera pas, nous n'allons pas permettre à un ministère de concevoir les problèmes. Nous allons permettre à tous les résidents de trouver avec eux les meilleures solutions possibles, n'est-ce pas, pour essayer de remédier à ça. Premier point, il y a un élément qui a été un peu oublié, c'est la santé. Oui, la santé, les spécialistes disent que pour atteindre par exemple les objectifs du millénaire pour le développement et étendre l'accès donc aux soins de santé, le développement à la fois du secteur public et privé est indispensable. Selon vous, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le secteur médical public et privé et quels sont les secteurs prioritaires que vous, en tant que parti au pouvoir, vous allez d'abord faire face? La parole, je préfère à Topin. Nous pensons que cette situation du service sanitaire aujourd'hui en Guinée est lamentable. La preuve, c'est ce que nous avons connu avec Ebola. Si nous avions un service sanitaire compétent, si nous avions un service sanitaire équipé, si nous avions des gens bien alertés et bien informés, cette épidémie n'allait pas faire ce qu'elle a fait dans ce pays-là. Quel laxisme de l'État! Nous avons vu combien de fois l'État a dû tarder, même pour déclarer l'état d'urgence, l'État n'a pas pu. C'est un manque de responsabilité, c'est une irresponsabilité de la part de l'État. Pour les 5 prochaines années? Oui, bon, voilà. Nous, lorsque nous aurons le pouvoir au soir du 11 octobre, voici ce que nous proposons aux Guinéens. Nous proposons d'abord d'équiper les services sanitaires.
Nous proposons également, n'est-ce pas, de construire des CHU. Il ne suffit pas d'avoir, n'est-ce pas, le CHU de Donka pour penser que, n'est-ce pas, nous avons un hôpital. Il faut décentraliser. Il faut faire en sorte que dans tous les chefs-lieux de région administrative, qu'il y ait des CHU. Il faut faire en sorte. Merci. Oui, en fait, le constat, encore une fois, est amer. Je suis assez écœuré quand j'entends M. Siakabari se lancer des fleurs. Allez-y à Donka, allez-y à Ignace Dine. Il y a des hôtels flambant neufs qui coûtent des millions, des dizaines de millions de dollars qui sont construits à cause d'hôpitaux, n'est-ce pas, là où vous ne pouvez même pas vous mettre à l'aise. Je pense que c'est une honte pour notre pays. Ce qu'il faut faire, c'est de réhabiliter rapidement et très rapidement, et dans les 6 premiers mois du pouvoir de M. Gandhi, nous allons réhabiliter rapidement ces hôpitaux en public. Nous allons réhabiliter aussi les hôpitaux, les centres de santé au niveau, n'est-ce pas, en préfectoral et au niveau régional. Je pense que ce sera d'abord cela la priorité du président Gandhi quand il sera au pouvoir. Et naturellement, il y a aujourd'hui quelque chose qui est écœurant aussi. Il y a plus de médecins, il y a plus de diplômés universitaires formés que plus de techniciens, que plus d'agents de santé, plus d'ingénieurs. Alors que la pyramide devait être inversée. Monsieur Abassia Kabari. Siakabari, oui, je voudrais préciser la question par rapport à ce qu'il dit. Les grands hôpitaux, les 2 grands hôpitaux du pays, doivent-ils être érigés en centre universitaire? Ça c'est un. Et la deuxième question, est-ce que ce lourd héritage que le RPG a eu aujourd'hui peut être reformé dans les 5 prochaines années? Merci. Je m'accroche à votre dernière phrase et je suis bien content que vous ayez prononcé le mot lourd héritage. C'est vrai que c'est un lourd héritage que nous avons trouvé en place. Mais je crois que mes amis, lorsque je suis en train de leur montrer la lune, ils regardent mon doigt. C'est pas comme ça. Nous avons mené des réformes structurelles. Ces réformes structurelles, ce ne sont pas des tapes à l'œil. Ces réformes structurelles ont permis aujourd'hui à la Guinée de se repositionner par rapport aux indicateurs qui sont des indicateurs d'évaluation de toutes les organisations internationales, notamment l'OMS. Et parmi ces indicateurs forts, vous avez celui de la mortalité infantile. Le président, avec son programme de césarienne gratuite et d'accouchement gratuit, a réussi à ramener cette mortalité infantile de 71 pour 1000 naissances, c'est-à-dire il y avait 111 enfants qui mouraient pour 1000 naissances, à 61 aujourd'hui, 61 enfants pour 1000 naissances. Donc nous avons gagné 10 points. J'aime parler avec les chiffres. Je m'attendais aujourd'hui à avoir des chiffres devant moi. Merci, malheureusement. Vous avez encore le temps de continuer. Nadia, on va vous en donner. La même question. Alors, je pense que cette gratuité de la césarienne, il faut le dire aux Guinéens et Guinéennes qui nous écoutent, est une pure fiction. Sinon, moi, j'aimerais aujourd'hui sur ce plateau que l'on honore la mémoire de Aïssata Kamara, qui est du père de la vie sur le sol même de l'hôpital de Donka, faute d'une assistance médicale nécessaire. Donc, comment parler de gratuité de la césarienne si les mesures d'accompagnement propres à asseoir cette gratuité ne sont pas au rendez-vous? Je vais parler par là par des mesures hygiéniques, je vais parler par là des produits pharmaceutiques. Donc là, en 2015, il est inadmissible pour un pays aussi riche que la Guinée d'avoir à perdre une vie humaine comme ça. Donc revenons aux chiffres, puisque vous les aimez tant. La santé, le secteur de la santé, le parent pauvre de l'éducation, de la politique menée par le pouvoir en place, puisque là, on parlait de chiffres, on n'en a que 3,96% du budget alloué à la santé. Qu'est-ce qu'on veut faire ce peuple guinéen? Voilà les différentes actions que le président Cellou Dalein Diallo compte poser en tant que président de la République au soir d'octobre 2011. C'est non seulement l'amélioration de la qualité de vie. À Boubacar Kola Diallo pour une nouvelle question toujours sur le secteur de la santé, pour un dernier tour de table d'ailleurs. Justement pour une question de visibilité et de lisibilité quelque part, vous êtes tous en tout cas unanimes qu'il y a nécessité de réformer le système sanitaire de notre pays. Je voulais savoir, avec des expressions, si vous voulez, avec une politique beaucoup plus explicite, la réforme sanitaire que chaque parti politique entend faire pour essayer de repenser cette triste situation que nous traversons présentement. Ah bah. Oui, moi je l'ai dit tantôt, et j'ai dit les 6 premiers mois du président Gandhi, ça va être la réhabilitation des CHU. Et ça va être la réforme, n'est-ce pas, du système de gestion même de ces hôpitaux. Nous allons rendre ces hôpitaux plus autonomes, nous allons rendre disponibles, n'est-ce pas, les médicaments, n'est-ce pas, pour effectivement rendre gratuit
la césarienne. La césarienne, elle n'est pas gratuite. C'est une fiction, effectivement, je suis d'accord avec Nadia. Les femmes meurent dans les hôpitaux. Il ne faut pas se voiler la face. Les femmes meurent. Nous pensons qu'il faudra aussi, hein, même au niveau de l'éducation, non seulement il faut 3,5% du budget national, je pense que c'est inconcevable. Il faudra progressivement aller en augmentant ce budget jusqu'à plus de 10%. Nous, notre vision, c'est d'atteindre 15% du budget. Merci. D'accord. Merci. Nadia? Oui, le président Cellou Dalein Diallo a une action, il a une vision, une stratégie qui va s'articuler autour de 4 points fondamentaux. Il s'agira non seulement d'améliorer les prestations en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. C'est la santé gratuite pour tous les enfants de moins de 5 ans, la gratuité du ticket de consultation, la gratuité du ticket d'hospitalisation. Deuxième mesure fondamentale qui n'a pas encore été dite sur ce plateau, c'est la prévention et la lutte contre les maladies prioritaires. Et ainsi que l'élimination définitive d'Ebola. Mon homologue parlait tout à l'heure de déni de la maladie, je ne vais pas m'appeler là-dessus. Donc c'est de pouvoir lutter contre le VIH-Sida, la lèpre, la tuberculose. Et il est inadmissible qu'en République de Guinée, aujourd'hui en 2015, les mesures ne sont pas prises de manière à éviter que les populations meurent du paludisme. Je vous rappelle que le paludisme a tué 2 fois plus qu'Ebola selon une étude américaine. Troisième mesure phare, c'est de développer l'offre de soins de santé, offrir une offre de soins de santé de qualité aux populations qui nous suivent et surtout les rendre accessibles. Nadia, Jean-Victor. 20% du budget à la santé. Nous avons dit qu'il faut décentraliser. Et c'est important aussi que le service sanitaire soit décentralisé. Il faut faire en sorte que dans les villages reculés, que les gens ne se déplacent pas pour venir se soigner, n'est-ce pas, dans les centres urbains. Parce que ça cause des problèmes. Avant même qu'ils n'arrivent, ils sont déjà fatigués et ça cause des problèmes. Ils arrivent faibles et pour dans ces services sanitaires, que dans ces institutions de santé, qu'il y ait l'équipement, qu'il y ait les produits nécessaires, qu'il y ait, n'est-ce pas, les traitements nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, la fièvre typhoïde tue beaucoup dans les villages reculés. Mais c'est des maladies opportunistes qu'on néglige dans ce pays-là, alors que ça cause plus de victimes. Il faudrait ici, n'est-ce pas, qu'on se penche sur cette question-là, qu'on équipe, n'est-ce pas, les gens et qu'on forme bien, n'est-ce pas, nos agents de santé. Paludisme, fièvre typhoïde, si tu césarienne, et maintenant la parole à M. Barry pour finir ce dossier. Ok, merci. Je m'inquiète parce que je crois qu'au-delà d'Ebola, il y a une autre épidémie qui est en train de ravager les Guinéens, c'est certainement l'épidémie d'Alzheimer. Je pense que beaucoup de vous avez oublié un peu le passé. Il ne faut pas que cette épidémie d'Alzheimer s'installe dans notre pays. Elle a dit que les femmes meurent. C'est vrai, les femmes meurent. Aujourd'hui, les femmes mourront. Demain, les femmes mourront. Ce que moi, je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a moins de femmes qui meurent qu'avant. C'est tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a moins de femmes qui meurent aujourd'hui. Hier, il y avait 111% 111 pour 1000 enfants qui mouraient à la naissance. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est 61 pour 1000. Nous avons réduit. C'est ce que je suis en train de vous dire. Deuxièmement, quand vous parlez du financement du secteur de la santé, je suis un peu déçu parce que mon frère, c'est un économiste, mais il est en train de confondre le produit intérieur brut avec le budget national de développement. Ça ne se fait pas. J'ai dit le produit intérieur brut consacré au système éducatif est de 3,5. Mais si vous voulez prendre un budget national de développement, au jour d'aujourd'hui, le professeur Alpha Condé est à 14,5. C'est une première. C'est un pic. Si vous faites une courbe, selon les économistes, c'est un pic. Et le cœur se trouve encore en 2005. L'eau, l'électricité pour tous avant 2020. D'abord, la question fondamentale, est-ce possible? Eau, électricité pour tous les Guinéens avant 2020 et comment tenir un tel pari? Nadia. Alors déjà, pour l'eau, je pense que c'est un scandale de parler de châteaux d'eau d'Afrique et de voir des femmes qui sont obligées à 3h, 4h du matin de se déplacer à Dar es Salaam, Anta, avec des bidons d'eau. Je tiens d'ailleurs à saluer la bravoure de ces femmes. Donc là, il y a la réalité des investissements effectués dans le secteur est parlant. On a quoi? On a un secteur dont les 1/3 des investissements dédiés au secteur de l'électricité n'a pas été investi. À côté de ça, on a le manque d'entretien et de réparation des équipements de forage qui est quasi inexistant. Qu'est-ce qu'on dénote aussi à côté? La mauvaise gestion qui accable la société des eaux de Guinée. Donc ce que Cellou Dalein Diallo tient à proposer, c'est de doter la Guinée d'une nouvelle politique de l'eau, c'est de restructurer la société des eaux de Guinée afin d'améliorer ses prestations de qualité. Et surtout, c'est important, c'est d'ouvrir le capital de la société aux investissements privés de manière à aller vers l'amélioration des prestations qui sont fournies et aussi
l'autre avantage fondamental, autre avantage que vise l'UFDG par la voix de son président Cellou Dalein Diallo, c'est le taux d'accès à l'eau potable de la population. À l'horizon 2025, c'est atteindre le chiffre de 100% d'eau potable et pour les populations rurales qu'il ne faut pas oublier, 60% d'accès à l'eau potable. Merci. Voilà, vous savez, quand on dit que la Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest, et finir par comprendre que les Guinéens n'ont pas accès à l'eau potable, c'est vraiment sidérant. C'est un paradoxe. C'est comme si on parlait d'un poisson qui avait soif dans l'eau. C'est très difficile que d'être en Guinée et d'être pas à mesure, n'est-ce pas, d'avoir accès à l'eau potable. C'est pourquoi, au parti groupe, nous proposons aux Guinéens, s'ils décident de faire le bon choix, s'ils prennent la résolution de choisir Elhadji Papa Koli Nkrumah comme président au soir du 11 octobre, nous allons faire en sorte que les canaux de conduite, n'est-ce pas, de l'eau soient d'abord protégés. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Dans les quartiers, vous voyez, les tuyaux sont perforés dans les caniveaux. L'eau sort, n'est-ce pas, à sa source bien traitée, mais avant d'arriver, n'est-ce pas, chez les populations, c'est déjà pollué. Les gens prennent ça et ça entraîne, n'est-ce pas, des maladies opportunistes. Nous allons faire en sorte qu'au cours, n'est-ce pas, de nos 5 ans de mandature, qu'il y ait ici ce qu'on a appelé la vision, une école, un forage, une école un peu moderne. Et pour l'électricité? Oui, j'en viens. L'électricité, d'ailleurs, nous avons fait notre preuve. Et là, je ne peux pas Koli Nkrumah a donné Kalita au peuple de Guinée. Kalita dont Alpha Condé s'en glorifie. Alors que nous savons quelle bataille il a menée ici, n'est-ce pas, pour donner Kalita au peuple de Guinée. C'est un bien de l'État, vous oubliez. C'est très important. Et nous pensons que Kalita n'est pas une solution définitive. Parce que Kalita, dans une période, n'est-ce pas, d'étiage, Kalita n'a qu'une capacité de 65 MW. Et il faut faire en sorte que la capacité de Kalita soit modulée. Et pour que la capacité de Kalita soit modulée, il faut réaliser, n'est-ce pas, le barrage de Soapiti. C'est très important. Et au-delà, n'est-ce pas, de la réalisation du barrage de Soapiti, il faut réaliser ici, n'est-ce pas, les micro-barrages. Monsieur Barisiaka. Ok, je suis souvent amusé quand j'entends mes frères à côté. Très amusé parce que je relève déjà une incohérence chez lui. Si c'est M. Papa Koli qui nous a donné Kalita, donc M. Papa Koli doit prendre aussi le bilan de l'eau que vous êtes en train de décrire. Parce qu'il était ministre de l'énergie et de l'hydraulique. C'est une incohérence. Ceci dit, nous revenons sur l'électricité. Au jour d'aujourd'hui, nous avons injecté de façon toute fraîche 340 MW d'électricité fraîche dans le circuit guinéen. C'est une première depuis 55 ans d'indépendance. Kalita fait 240 MW d'électricité. Nous avons les centrales thermiques pour 100 MW. Nous avons trouvé en 2010 120 MW d'installation électrique. Au jour d'aujourd'hui, nous les avons triplés. Si Kalita est une réussite, nous ne comptons pas nous arrêter là. Kalita doit être en interconnexion avec un autre barrage, comme il l'a si bien dit, qui est Soapiti. Vous voyez déjà l'intérêt de la sous-région. Au jour d'aujourd'hui, le professeur Alpha Condé n'est pas en train de sauver seulement la Guinée en termes électriques. Il est en train de sauver la sous-région. Et vous allez le voir le 28 septembre prochain, lorsque vous allez voir l'intérêt que les chefs d'État de la sous-région accordent surtout à cette infrastructure qui est Kalita et Soapiti. Nous l'avons fait, c'est indéniable. Nous sommes sur l'électricité aujourd'hui. Ça n'a jamais été réussi en 50 années d'indépendance. L'eau. Nous avons trouvé l'eau qu'on a créée aujourd'hui que je vous parle, a un besoin en eau de 340 mètres cubes par jour. Nous avons trouvé que la SEG produisait seulement 97 000 mètres cubes par jour en 2010. Au jour d'aujourd'hui, la SEG produit 187 000 mètres cubes d'eau. Nous nous approchons de l'objectif. Bien sûr, il y a des quartiers jusqu'à présent, mais c'est l'héritage qui était lourd, comme elle l'a dit, et cet héritage-là est en train de se régler. Et pour résumer, ce que le professeur Alpha Condé a fait en 5 ans, si les autres le faisaient en 24 années de règne, on aurait été aujourd'hui un pays émergent. Francis, ça va? Oui, le président Gandhi, effectivement, a fait aussi le constat. Et tous les Guinéens ont fait ce même constat, d'ailleurs, que nous, à l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement. L'eau. Vous allez voir, moi je suis logé à Kaporo. Ce quartier n'a pas connu de l'eau depuis pratiquement 20 ans. Je pense que c'est un problème qui devait être... Depuis 20 ans. C'est un problème qui devait être résolu et qui sera résolu dès que le président Gandhi sera au pouvoir. Donc nous allons augmenter, n'est-ce pas, la production de l'eau. Nous allons augmenter la quantité de l'eau qu'on doit injecter. Nous allons donc séparer cette production, n'est-ce pas, à la commercialisation. C'est pourquoi nous allons faire intervenir le partenariat public-privé, de façon à améliorer qualitativement, n'est-ce pas, la desserte de l'eau, afin que chaque habitant, n'est-ce pas, dans les centres-villes,
ait au moins 100 litres d'eau par jour et dans les milieux urbains, 30 litres d'eau par jour. C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est rare le Guinéen utilise un bidon d'eau par jour compte tenu de cette rareté. Alors, dans le secteur de l'électricité, ok, n'est-ce pas, Caleta dont on s'en glorifie, je pense qu'il y a eu une mafia autour de là. En 2010, les études faites que Alpha Condé a trouvées prêtes sur la table faisait mention de 250 millions de dollars pour le financement du barrage Caleta. Mais nous avons entendu 550 millions de dollars. 550 millions de dollars, ça fait le double. Où est partie la moitié de cet argent? Cette enveloppe de 550 millions de dollars devait permettre la réalisation du barrage Swapiti. C'est une cascade. Il y a d'abord Garafiri qui joue le rôle de régulateur, n'est-ce pas, de retenue de l'eau. Et après, il y a, n'est-ce pas, un Swapiti. Et eux, ils ont inversé la tendance. Il y a Swapiti et il y a Caleta. Nous entendons parler de 1 milliard, n'est-ce pas, de dollars injectés, n'est-ce pas, seulement dans l'électricité en 3 ans. Merci. Les 1 million de dollars. Dans les débats, on pourra tirer la lumière sur les chiffres avancés par les uns et les autres. À présent, place au débat. Qu'est-ce qui est possible de faire avant 2020? Justement, ma question reviendra sur ce volet parce que ils sont tous des politiques, ils ont les intentions pour pouvoir améliorer les conditions de vie des citoyens guinéens. Je voulais savoir comment est-ce qu'un citoyen qui est à Dar es Salaam ou alors qui est à Yukunkun et qui vous suit ce soir peut s'attendre à une amélioration de façon substantielle en termes, n'est-ce pas, de services en tout cas de base, parce que l'eau et l'électricité, ce sont des éléments vitaux aujourd'hui. Est-ce que vous avez des stratégies réalistes, il faut le dire au passage, pour pouvoir changer cette donne-là? Je vais revenir toujours au budget parce que on peut promettre, mais compte tenu des axes prioritaires souvent des gouvernements, on peut souvent faire des coupes budgétaires. S'il y a lieu de faire coupes budgétaires, quel secteur vous allez, n'est-ce pas, prioriser en fonction de ces deux éléments-là, l'eau et l'électricité? En fait, vous voulez savoir comment ils vont réellement rendre réalistes les promesses qui ont été tenues lors de cette première prise de parole par rapport à ce sujet. La question à Nadia. Moi, je pense qu'il y a une chose qui est au fondement de tout, c'est la rigueur. Déjà, on nous parle d'1 milliard de dollars d'investis dans le secteur de l'électricité. C'est la montagne qui accouche d'une souris. Qu'est-ce qu'on voit? Quand on nous parle de Caleta, il faut remarquer que c'est quand même une particularité du RPG Arc-en-Ciel de se vanter de réalisations les plus banales. Encore heureux qu'on ait eu Caleta. Et là encore, je pense que nos téléspectateurs veulent le savoir. La jeunesse qui nous suit veut le savoir. On a eu à faire une surfacturation, vous l'avez relevé, pour un montant initial de 175 millions. On en est à 550. On aurait pu avoir 2 fois Caleta. On aurait même pu, le RPG aurait même pu financer l'achat des consciences comme ils ont pu le faire dans le Fouta. Ça d'une part. Deuxième chose encore, je pense que là, Cellou Dalein Diallo en matière d'électricité, c'est une vision et une stratégie pour éviter cette mauvaise gestion. On a perdu, le président Alpha Condé a eu à le dire, 120 millions d'euros d'équipement fortuitement. Il y a eu avec la société Asperbras des achats de groupes électrogènes qui ont été achetés. On se rend compte de leur inaptitude à satisfaire les besoins. Donc voilà ce sur quoi nous on va il faut bien que les débatteurs maîtrisent vraiment le temps et aillent sur le concret. Jean-Victor, parce qu'on a très peu de temps. Voilà, et quand nous parlons de Caleta avec un budget énorme, moi je pense que l'étude qui a été mise sur la table en 2010 a été refaite. Parce qu'il était dans cette première étude, la route qui quitte, n'est-ce pas, qui va jusqu'à Caleta n'était pas prévue dans cette étude-là. Et il fallait, n'est-ce pas, améliorer les conditions de vie des populations environnantes. Il fallait construire des maisons, il fallait faire en sorte que tout soit réglé. Donc c'est en cela que, n'est-ce pas, le budget a été un peu rehaussé. Mais vous voyez que quand, n'est-ce pas, comment on appelle, l'entreprise qui devait réaliser Caleta est venue, ils sont venus avec un budget colossal. Et Papa Collé a dû batailler fort, n'est-ce pas, pour, comment on appelle, alléger un peu cette tâche budgétaire. Nous parlons des groupes électrogènes, ça il faut demander à Alpha Condé. Oui, parce que c'est lui qui a nommé, comment on appelle, une autre personne qui n'était pas attachée au ministère de l'énergie, mais qui était attachée à la présidence. Ce sont eux qui savent ce qu'ils ont fait là-bas. Parce que Papa Collé a dit, il faut créer un compte séquence. Dans ce compte séquence-là, il faut loger, n'est-ce pas, les frais qui seront générés, pardon, les bénéfices qui seront générés, n'est-ce pas, par les gros consommateurs. C'est à partir de ce jour-là qu'ils ont commencé à le faire. Donc il faut demander ça à Alpha Condé. Tout à fait. Ce qu'ils ont fait, c'est dénier. Encore une fois, merci. Je crois que lui-même, il est en train de mitiger un peu la position des deux autres.
Bon, il s'agit d'électricité, il veut prendre ça comme son bilan. C'est le bilan, justement. On a dit que le bilan du professeur est globalement négatif. Moi, je crois que nous sommes dans un débat structuré. Moi, je vais simplement poser la question. Kaleta aujourd'hui est une réalité, oui ou non? Je répondrai oui. La population guinéenne de 9 préfectures sur l'axe interconnecté, de Conakry jusqu'à Labé, cette population a-t-elle aujourd'hui accès à l'électricité, oui ou non? Oui. Maintenant, pour ce qui est des débats un peu de bistrot, vous me permettez le thème, où on veut savoir combien de routes ont été tracées pour avoir Kaleta, C'est vous qui parlez de combien chiffres, de millions ont été investis ça et là. Nous ne sommes pas dans un débat d'audit. Je suis ouvert aussi au débat d'audit. Mais simplement, nous voulons savoir quelles sont les infrastructures de base qui ont été mises en place et quelles sont les infrastructures que nous voulons mettre en place. Kaleta est une réalité, point final. Je vous remercie de l'avoir reconnu vous-même. Qu'est-ce que vous avez la gestion calamiteuse des contrats de gré? Oui, Francis, vous pouvez aller. nous pose sa question. Oui, je ne sais pas ce que monsieur Ansiaka appelle débat de bistrot. Moi, je pense que les chiffres, les coûts sont très importants dans la gestion d'un pays. La rigueur, n'est-ce pas, de la gestion de nos projets, la rigueur de la gestion, n'est-ce pas, de nos investissements, ça fait des coupes qui peuvent permettre, n'est-ce pas, d'améliorer ailleurs la qualité de vie de nos populations. C'est en cela, n'est-ce pas, je me suis levé, n'est-ce pas, nous levons contre ce coût colossal de réalisation de ce barrage. Merci. Voilà, en parlant de barrages, les programmes de production énergétique basés sur les petits barrages auxquels les cours d'eau de notre pays se prêtent bien, sont-ils donc préconisés par le RPG Arc-en-Ciel, hein, le leader du RPG Arc-en-Ciel l'a très souvent dit. Quel est votre avis à propos de ça, hein, le développement des micro-barrages? Oui, et je vous dis encore là, le constat est amer. La Guinée a cessé de payer sa quote-part par rapport au financement KFW qui finançait le BERD, le Bureau d'électrification rurale décentralisé. C'est ce bureau-là qui permet, n'est-ce pas, à nos populations de base, les petits villages, d'avoir de l'électricité. Les coûts de réalisation des micro-barrages sont très infimes. Ça quitte de 200 millions, ça quitte de 100 000 $ à 500 000 $. Si nous permettons, même si on prenait que $1 million, aujourd'hui, au lieu de $1 milliard investis et puis on n'a pas vu les résultats, si nous prenons $1 million là-dedans, on aurait au moins 10 villages de la M. Selou Dalein Diallo et de M. Sidia Touré en train de tenir des meetings dans les zones rurales sous les lampadaires. Il y a plein de lampadaires, il y a 38 000 lampadaires qui ont été de façon décentralisée versés dans tous les 304 CRD du pays, versés dans toutes les 38 communes urbaines du pays. 38 000 lampadaires, ce qui permet aujourd'hui à un Selou Dalein d'aller tenir à Marela sa campagne sous la lumière. Ça ne s'est jamais passé en Guinée. Et vous ne comptez pas vous arrêter là? Voilà, nous ne comptons pas nous arrêter là. Le barrage de Foni, le barrage de Kobedou, aujourd'hui les études sont bouclées. Les études sont bouclées. Notre système, c'est quoi? C'est de faire un mixage entre l'hydraulique, le thermique et voire même le gaz. On aura ici des électricités basées sur le gaz une fois que les recherches d'hyperdynamique sur les larges de Conakry seront prometteuses. Merci M. Barry. Nadia. Je pense que là, vous avez une propension à vous accentuer sur la personne de Selou Dalein Diallo. Je pense qu'on a un président de la République, c'est Alpha Condé, et c'est le seul qui doit répondre des actifs et des passifs de sa gouvernance. Donc là, encore heureux, non, mais attendez, laissez-moi, c'est mon temps de parole. Donc là, dites-nous aux Guinéens, au lieu de parler de lampadaires, qu'avez-vous fait de la gestion calamiteuse des 1 milliard investis? Où sont passés les 120 millions? Il n'y a qu'à se rendre à Quito et centre émetteur pour voir la réalité. Et puis les contrats que vous passez, des contrats de gré à gré sans transparence, il n'y a qu'à se rendre. Alors l'UADG, le président Selou Dalein Diallo est un homme de vision, de stratégie. La Guinée a un potentiel hydraulique de 6,1 gigawatts. Donc on compte bien entendu miser sur ce potentiel hydraulique-là et aménager des barrages. On ne va pas s'arrêter qu'à Swapiti, on a Amaria, on a Kukutamba aussi. Et en plus de ça, je pense que où l'UADG se démarque, où Selou Dalein Diallo se démarque, c'est de pouvoir se servir de ces aménagements hydroélectriques pour irriguer les plaines agricoles et aussi pour alimenter les populations en eau potable.
stade. Donc, répondez plutôt de la gestion calamiteuse plutôt que de vous atteler à la personne de M. Siaka parle de lampadaire, je voudrais bien qu'il accepte de dire merci à Papa Koli et au capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que ce projet-là, la plupart de ces projets ont été signés au temps de Moussa Dadis Camara, du président Dadis Camara. Et quand Papa Koli est venu, il a dû batailler fort pour finaliser ces projets-là. Ça, je m'imprime. Voilà, ça, je m'imprime. Merci. C'est très important de le reconnaître. Maintenant, parlons, n'est-ce pas, de ce que nous allons faire pour compléter ce secteur-là. Nous pensons que même si on n'a pas encore les moyens immédiats pour réaliser soit petit, mais il faut quand même injecter de l'argent pour réaliser, n'est-ce pas, la retenue. C'est cette retenue-là qui viendra, n'est-ce pas, moduler Kalita pour qu'on ait 240 MW, 12 mois sur 12. Ça, c'est très important. Et au-delà de ça, nous pensons que, n'est-ce pas, en Haute-Guinée, il faut, n'est-ce pas, négocier avec la SAG pour que, n'est-ce pas, la SAG parvienne ici, n'est-ce pas, à réaliser, comment on appelle, à s'investir dans l'énergie solaire pour permettre ici, n'est-ce pas, à Bouré, à Sigiri d'avoir de l'électricité. Et à Zérékoré, par exemple, les études ont démontré que la forêt forte avec, n'est-ce pas, les reliquats de bois... Désolé de vous reprendre la parole, mais il est temps. L'autre volet, oui, il ne reste pas trop de choses ils sont pris par le temps, mais malheureusement, il y a 2 points essentiels à débattre. Et il faut les débattre, même si on va réduire encore le temps d'intervention, pour au moins entendre, savoir ce que vos projets de société cachent pour les Guinéens. La troisième question du jour, c'est comment améliorer l'habitat et le cadre de vie dans nos villes. La parole à M. Barry pour 1 minute. Ok, je suis vraiment aisé de prendre la parole et d'éplucher les questions liées à l'habitat. Au jour d'aujourd'hui, sauf mauvaise foi ou amnésie, les Guinéens doivent reconnaître que le visage de la capitale Conakry est en train de changer. Au jour d'aujourd'hui. Et là, c'est dû à une bonne politique d'habitat qui a été mise en place par un processus de partenariat public-privé. Vous savez, le problème avec eux, c'est qu'ils ont des vœux, mais c'est des vœux pieux, parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique et ils ne savent pas comment chercher les moyens de leur politique. Nous avons fait 24 années ici pour rechercher le financement de Garafiri, je me souviens. Nous avons trimé pendant 5 ans. Il a fallu que l'Agence française de développement ait pitié de la Guinée pour nous faire un prêt concessionnel. Le professeur Alpha Condé, pour 500 millions de dollars à Kaleta, a pu lever le financement en moins d'1 année. Il sait où aller chercher les moyens. Et là, pour l'habitat, il l'a démontré par Plaza Diamond. Il est en train de le démontrer par... malheureusement ses idées. Monsieur Francis, pour la suite et la vision de l'UGDD. Okay. L'Union guinéenne pour la démocratie et le développement pense que les centres-villes, n'est-ce pas, ce sont des centres de développement par excellence. Parce que c'est dans ces centres où se développent les magasins, où habitent les hommes d'affaires. Alors, il faut donc revoir notre code foncier de façon à l'adapter aux réalités guinéennes et de façon à l'appliquer. Parce qu'il ne faut pas avoir un code foncier et ne pas l'appliquer. Et c'est ce que les Guinéens vivent aujourd'hui. Plus de 60% des affaires qui se présentent devant la justice aujourd'hui sont liées à des problèmes domaniaux. C'est en cela le président Gandhi, quand il sera au pouvoir, va s'atteler. Donc, et puis, nous allons revoir, n'est-ce pas, toute la politique, n'est-ce pas, d'investissement dans les logements sociaux. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, c'est le clan du RPG Arc-en-Ciel qui, c'est ce clan-là qui se sont pas partagés tous les sites de construction de logements sociaux. On ne peut pas s'enorgueillir avec ça. Le démontrer, Jean-Victoire. Ben voilà, on parle de plage à diamant, plage à diamant. Moi, je pense que les Guinéens n'iront jamais nager dans une plage à diamant parce que simplement, ils n'ont pas les moyens de s'offrir ces muscles. Et comment on appelle, des concessions, des bâtiments qui ont été érigés. Et on dit que pour qu'un Guinéen puisse avoir accès, il faut des centaines de milliers de dollars, mais les Guinéens n'ont pas les moyens de s'offrir ces muscles-là. Nous pensons qu'à la place de Plaza Diamant, nous aurons pu construire, n'est-ce pas, des logements sociaux. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons construire des logements sociaux. Nous allons mettre ça à la disposition des Guinéens et ils vont payer ça, n'est-ce pas, à court, moyen et long terme. Parce que nous allons faire en sorte que notre économie connaisse la croissance et nous allons payer aux Guinéens un bon salaire qui leur permettra de faire de l'épargne, et qui leur permettra également, voilà, de payer, n'est-ce pas, petit à petit, comment on appelle, ces maisons-là. Donc, au terme, n'est-ce pas, de l'exercice de leur fonction, qu'ils aient, n'est-ce pas, une maison bien construite. Nous n'allons pas ériger des places en diamant où les gens ne peuvent pas aller loger parce qu'ils n'ont simplement pas les moyens. Nadia.
Oui, non, mais assurément, quand un appartement de 2 ou 3 chambres coûte 750 000 $ à 1 500 000, c'est sûr qu'au pauvre Guinéen lambda qui croupit dans sa maison, cela ne lui en bénéficiera pas malheureusement, il faut le pointer du doigt. Alors je ne sais pas dans si c'est vraiment dans la capitale Conakry que vous habitez, mais la précarité de l'habitat est telle que cela concerne une superficie de 80%. Donc il va falloir que vous montriez aux téléspectateurs de quel Conakry vous parlez. Et aussi en matière d'assainissement, parce que l'UFDG en projet ont 3 points. C'est l'urbanisme, l'habitat et l'assainissement. On se rend compte que là, on a des immondices, le marché de Madina se transforme en véritable terrain à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'on fait pour l'évacuation des eaux usées également? La question se pose tout entière. Rio Tinto a offert à votre gouvernement des camions de benne. Qu'est-ce que vous en avez fait? Là aussi, c'est une question qui se pose. Donc l'UFDG mettre en place une véritable élaboration d'une politique de logement de manière à permettre à nos concitoyens qui n'ont pas les moyens d'avoir un logement décent. Ça, ce n'est pas la mer à boire. Ça, d'une part. D'autre part, c'est la mise en place d'un Fonds national de l'habitat et d'une Banque nationale de l'habitat aussi. La question sur ce volet. Voilà, moi je reviendrai donc à cette stratégie de logements sociaux. Qu'est-ce que les partis prévoient pour construire et, comment on appelle, pourvoir des logements sociaux et quelles seront les priorités dans l'axe de cette réalisation? Vraiment de façon concrète. Oui, effectivement. Tout à l'heure, j'ai parlé des logements sociaux, effectivement, comme priorité du président Gandhi quand il sera au pouvoir. Nous allons nous atteler à ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Parce que nous sommes conscients que l'État guinéen n'aura pas les moyens. Nous allons faire en sorte, n'est-ce pas, de créer un cadre d'investissement adéquat, de façon à faire venir les investisseurs, de façon à les accompagner auprès de nos banques, puisque lorsque le président Gandhi sera au pouvoir, il fera par exemple de la banque de l'habitat une réalité et de façon à faciliter donc à travers le pays la construction des milliers de logements sociaux. Pas la construction d'hôtels ou bien la construction des appartements qui coûtent des millions de dollars. Mais voilà, moi je pense que la construction, n'est-ce pas, des habitations doit refléter ici, n'est-ce pas, les besoins des Guinéens. Allez-y à Bonfils, allez-y à Coronti. Les gens sont obligés de dormir dans les maisons à tour de rôle. Lorsque c'est le tour, n'est-ce pas, des hommes, les filles vont en boîte. Lorsque c'est le tour des filles, les garçons jouent au football toute la nuit. Je pense qu'il faut revoir ici, n'est-ce pas, le plan d'urbanisme. Nous pouvons bien revoir ici, n'est-ce pas, le plan de Kaloum. Nous pouvons ériger ici, n'est-ce pas, des immeubles. On va faire loger ici, n'est-ce pas, les Guinéens, mais à bas coût. Il faut pas, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de Plaza Diamond. À la place de Plaza Diamond, on aurait pu faire mieux à Kaloum pour loger ces gens-là. On aurait pu construire des logements sociaux ici à l'intérieur pour que, n'est-ce pas, les fonctionnaires guinéens puissent avoir accès à des maisons décentes. Alors pour nous, il s'agira tout d'abord, dans une perspective visionnaire, de mettre en place une politique nationale de l'habitat. En quoi consistera cette politique nationale de l'habitat? C'est de passer par une dynamique location-propriété. Donc là, c'est de permettre, en créant des logements sociaux, de faire en sorte qu'à long terme, les populations habitant ces logements sociaux en soient les propriétaires. Parce qu'à un moment donné, je pense que les populations en ont besoin. La Guinée peut prétendre, au vu de ses richesses, à cela. Non seulement revenir à une banque nationale de l'habitat dont les fonds ne seront pas dilapidés, ou une banque qui n'existera pas que de nom, et promouvoir aussi l'autoconstruction. Promouvoir l'autoconstruction et permettre aussi par le renforcement des titres fonciers, de permettre aux banques d'investir aussi. Les banques n'investissent pas au regard de... Je crois que sur cet aspect, il faut dire quelque chose. Dans la vie, vous avez deux catégories de personnes. Ceux qui font et ceux qui critiquent. Je suis bien à l'aise aujourd'hui que nos actions soient critiquées ici. Mais il y a des actions. S'il n'y avait pas d'action, il n'y aurait pas eu de critiques. Et nous allons intégrer toutes vos critiques. Ceci dit, l'habitat, l'urbanisme ne se limite pas à Conakry. Je suis vraiment à l'aise en le disant. Allez-y aujourd'hui au niveau décentralisé, au niveau déconcentré. Allez-y aujourd'hui à Boké. Allez-y aujourd'hui à Mamou. Allez-y aujourd'hui en Zérekori, à Kankan. Voyez comment l'image de ces villes sont en train d'être changées. Et ça a été surtout dû à une politique réfléchie et bien concertée. Je vous dis, le professeur Alpha Condé est venu prêt au pouvoir. Si les 5 années lui sont accordées par le suffrage des Guinéens, je crois que l'émergence dont
nous rêvons tant, cette émergence-là sera une réalité. Justement, Conakry, pelle de l'Afrique de l'Ouest, ça c'est un passé que nous connaissons de la capitale de notre pays. Alors, je voulais savoir quel regard ces partis politiques portent sur cette question d'assainissement et quelle stratégie envisage-t-il pour reconquérir, n'est-ce pas, cette image d'antan? Monsieur Barry. Ok, merci pour cette question. La question d'assainissement est une question très complexe où il y a eu un résultat très très mitigé. Je crois qu'il y a eu des politiques en la matière qui n'ont pas donné les résultats escomptés, même dans notre propre camp. Merci de le reconnaître. Oui, bien sûr, mais nous ne versons pas dans l'autosatisfaction. Quand c'est bon, c'est bon. Quand il y a eu des politiques mitigées, on dit qu'il y a eu des politiques mitigées. Mais il y a eu des politiques, il y a eu des efforts. Merci d'avoir reconnu la mise à disposition des collectivités à Conakry, des camions. On avait vu, justement, c'est pour aller battre campagne. Nadia a la parole maintenant. Alors nous, l'UFDG, le président Cellou Dalein Diallo va mettre concrètement en place des brigades salubrité et hygiène. Donc des brigades, ces brigades, parce qu'on parle de mesures concrètes, on ne parle pas de zéro Corée des villes, je ne sais pas sur quelle planète vous êtes déjà. Non, vous parliez de politique d'habitat, non, on va y revenir. Dans le nom, c'est de mettre en place ces brigades de manière à assainir et c'est de promouvoir aussi les investissements privés. Il faut à un moment donné intéresser les investisseurs en leur disant voilà, si vous prenez en charge le traitement des déchets, vous pourriez produire des engrais, vous pourriez produire du biogaz, il faut qu'il y ait une contrepartie. Et pour ça, le secteur privé doit prendre une part importante dans le traitement des déchets. Voilà, quand on parle par exemple de politique, comment on appelle, d'habitat bien réussi, moi je pense qu'il y a problème. Parce que là, on ne peut pas investir 1100 milliards quand contre 61 à Zégoré et penser que ça va. Et qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut donc? Je continue, je parle d'assainissement. Nous allons, n'est-ce pas, mettre une politique en place pour faire en sorte que les entreprises viennent ici, n'est-ce pas, pour traiter les ordures. Ça, c'est un. Mais aujourd'hui, nous avons constaté à travers Conakry à l'intérieur du pays qu'il y a des unes qui s'organisent, qui créent des entreprises de ramassage d'ordures. Moi, je pense que ces jeunes doivent être accompagnés, ils doivent être équipés pour faire en sorte que, n'est-ce pas, nous vivons dans un environnement sain. Francis. Oui, le président Gandhi, n'est-ce pas, quand il va être au pouvoir, il va faire de la sensibilisation l'une de ses priorités, afin, n'est-ce pas, d'inviter les populations à s'auto-assainir, n'est-ce pas, chacun doit balayer d'abord sa porte, n'est-ce pas, puisque, en toute évidence, comme je l'ai dit dès le départ, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. On ne peut pas admettre effectivement que des gens par-ci par-là jettent des ordures. C'est pourquoi effectivement le président Gandhi, je pense que l'UFDG est d'accord avec nous, n'est-ce pas, penser à cette question de brigade, n'est-ce pas, de salubrité, de façon à ne pas permettre à n'importe qui de jeter des ordures partout, parce qu'on le voit ailleurs, on le voit à Accra et on le voit dans d'autres pays de la sous-région. Tu ne peux pas te permettre de jeter des ordures sans être interpellé. Là, vraiment, ça va un peu speed, plus rapidement encore que le mot. Juste quelques petites minutes et quelques prises de parole pour clôturer le débat d'aujourd'hui. Quelle politique publique pour les transports, les routes et le développement des télécommunications? La parole à M. Barry. Je commence par le dernier, développement des télécommunications. Accès à Internet, nous passons de 30 000 abonnés à Internet à 2 millions par un boom en termes de télécommunications. Et ce boom est dû surtout à la politique qui a permis de mettre en place 4000 km de fibres optiques, ce qui est un résultat très appréciable à l'échelle de la sous-région. Par comparaison, vous pouvez le faire, la Côte d'Ivoire n'a réussi pour le moment à mettre que 1500 km de fibres optiques. Nous ambitionnons de mettre en place 4000 km de fibres optiques. Donc cela fait que, au jour d'aujourd'hui, vous avez 30 000 abonnés initialement en 2010, qui s'est mis aujourd'hui en 2 millions d'abonnés à Internet. Ça, c'est télécommunication. Quand nous prenons les routes, nous avons construit, réhabilité 2600 km de routes.
Vous avez les routes Kankan, Kisidou, Kankan, Mandjana, Mamou, Dabola, dans tous les sens. Après la 2600 km de route. Vous allez la poursuivre. Monsieur Abba. Cette question, n'est-ce pas, du développement du transport sera une priorité pour le président Gandhi. Dès l'accession au pouvoir, nous allons faire des voiries de Conakry notre priorité. Des routes qui sont cabossées par-ci par-là. Les 6 premiers mois, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement va s'atteler à les goudronner complètement et à les assainir. Dans les télécommunications. Je pense qu'il faudra beaucoup plus en faire attention quant à la taxation n'importe comment. Nous avons vu récemment des taxes, n'est-ce pas, sur les appels téléphoniques et qui pour le gouvernement actuel va permettre de renflouer lesquels. Je suis d'accord, mais attention à cette attraction parce que trop de taxes tuent l'économie. C'est pourquoi l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, avant, n'est-ce pas, de taxer n'importe quoi, fera appel à ses partenaires, n'est-ce pas, privés, pour essayer de s'accorder sur, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire. Nadia. Oui, je pense que votre camp s'est érigé à un moment donné le défenseur des routes à une couche, mais là, il n'y a pas besoin de long discours, il n'y a qu'à sortir de ce plateau et à voir l'état de détérioration dans lequel se trouvent nos routes crevassées. Vous adorez les chiffres, vous les affectionnez, je vais vous en donner. La route d'Abompa, kilomètre 36, j'ai même le numéro de contrat de la passation du marché. Le montant total était de 414 milliards 938 millions 568 000 francs guinéens. Et là, soit 7 200 000 le kilomètre. C'est très très important, 7 200 000 le kilomètre. Alors que le même type de route sous Cellou Dalein Diallo a été érigé, tenez-vous bien, pour seulement $1 million à l'époque. Et faites le compte, vous verrez que la maintenance, les routes tiennent toujours. Donc c'est ça votre bilan, j'aimerais que vous y reveniez. Donc là, il faut dire aussi qu'on a affaire à un clientélisme qui ne dit pas son nom. En affairisme, quand on a 80% des travaux publics qui sont détenus dans une même famille, donc là, je pense que le peuple de Guinée va être très vigilant. Qu'est-ce que nous proposons déjà? Je pense que c'est de pouvoir maintenir l'entretien de ces routes et investir dans les infrastructures. Merci Nadia. Voilà. Pour ce qui est des télécommunications, nous pensons qu'il y a des avancées, c'est vrai. Merci. Mais nous pensons qu'il faut également un régulateur fort, capable et impartial, qui pourra ici, n'est-ce pas, faire en sorte que comment on appelle, les entreprises de télécommunications puissent, n'est-ce pas, être implantées partout et couvrir, n'est-ce pas, tout le pays. Parce que c'est très important. Quand une entreprise vient et estime seulement qu'elle doit mieux s'implanter en Haute-Guinée et laisser le reste du pays, c'est pas normal. Il faut les amener, n'est-ce pas, à s'installer partout et à couvrir, n'est-ce pas, tout le territoire pour que les Guinéens soient joignables, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Pour que, n'est-ce pas, on puisse tous avoir accès à l'Internet, même dans les hameaux, même dans nos villages. C'est très important. Pour ce qui est des routes, nous pensons qu'il faut désenclaver complètement la Guinée. Parce que si tu quittes ici, tu vas à l'intérieur du pays, dans les villages comme Zempa, comme Gaman-Berema, comme Zao, vous n'avez pas accès. Si vous quittez Lola pour aller à la frontière, vous allez passer des heures et des heures en route, et ça c'est fatigant. C'est pareil sur la route de Kaboukaria et autres. Les Guinéens souffrent, il faut que cela change. En place au débat, il serait intéressant vraiment à ce que les candidats, les partis nous disent comment est-ce que tout cela est réalisable et comment ils peuvent vraiment tenir les promesses à l'issue des diagnostics qui ont été faits, que toute la population, ceux qui nous suivent, les futurs électeurs, donc font déjà. Donc ils veulent savoir vraiment comment est-ce qu'on va changer la situation. Koila, à vous la parole. Justement, vous avez évoqué le volet que j'ai d'ailleurs voulu poser, n'est-ce pas, à tous ces candidats. On voulait savoir comment est-ce que vous comptez mener cette stratégie de désenclavement de ces différentes localités aujourd'hui que nous connaissons dans notre pays, et surtout à travers le budget, parce que, comme je l'ai dit, le budget c'est l'expression chiffrée de la volonté politique du gouvernement. Comment est-ce qu'au niveau des différentes stratégies des différents partis politiques, vous comptez vous y prendre dans ce sens-là? Eh bien voilà, bon, nous pensons que la question des routes est très importante parce que je viens de le dire. Il faut désenclaver le pays. Mais pour cela, nous avons prévu 10% du budget. 10% du budget pour faire les routes, mais surtout aussi qu'on appelle les zones rurales. Parce que nous pensons toujours que la Guinée c'est la capitale, nous pensons toujours que la Guinée c'est la zone urbaine, alors que les populations qui sont, n'est-ce pas, dans les hameaux là, sont eux qui produisent. Et c'est cette production là qui arrive à Conakry. Mais si les routes ne sont pas bien faites, les produits arrivent ici déjà gâtés et les populations souffrent énormément et ça cause des problèmes. Donc il faut investir, n'est-ce pas, dans ce domaine là pour réhabiliter les routes, pour réaliser des routes, pour permettre ici, n'est-ce pas, aux produits, n'est-ce pas,
arriver à destination. Pour 30 secondes. Je pense que nous, on poursuivra la construction des grands axes routiers qui relient la Guinée aux pays limitrophes pour pouvoir redynamiser l'économie sous-régionale, parce que c'est surtout de ça dont on parle, et on veillera, une acuité particulière sera accordée à l'entretien, parce que si les bailleurs de fonds internationaux nous tournent le dos aujourd'hui, c'est en raison de la mauvaise gestion et de l'entretien lamentable des routes. Donc c'est de mettre en place un fonds d'entretien de ces routes, parce qu'il faut non seulement préserver l'existant, mais aussi préserver l'existant en l'entretenant, tout à fait. Et relier toutes les préfectures de la capitale aux différentes villes également, c'est important. Toutes les préfectures de la capitale à Conakry. Ok, nous avons déjà commencé le travail. La route s'est limitée à Bofa, la nationale allant vers Bouquet, en 2010. De 2010 à 2011, nous avons construit 96 km de route entre Bofa et Bouquet. La route qui longe la frontière sénégalaise était à l'abandon, financée dans les années 90, je me souviens, près de 3 fois. Nous avons commencé cette route-là jusqu'à Bouméron, sur 115 km de route. La route qui va à la frontière ivoirienne entre Kankan et Oudjéné était à l'abandon depuis 50 ans. Nous avons commencé cette route entre Kankan et Mandiana aujourd'hui pour 85 km de route, aujourd'hui en activité. La route qui va de Lola jusqu'à Biankouman, dans la partie ivoirienne, était abandonnée. Cette route-là aujourd'hui, le bouclage du financement est obtenu. Donc encore une fois, je vous dis, nous sommes à l'œuvre. Merci beaucoup. Kaba. Oui, le président Gandhi a un plan Marshall, n'est-ce pas, d'investissement massif dans les secteurs sociaux de base. Les routes, donc, seront une priorité. J'ai commencé par dire que les voiries au niveau de la capitale Conakry, dès les 6 premiers mois, et l'ouverture, n'est-ce pas, des grands axes routiers pour, n'est-ce pas, la redynamisation de l'économie nationale, on va le faire progressivement les deux premières années. Mais il faut aller jusqu'au niveau de la base, jusqu'au niveau des villages reculés, pour essayer de les aider. Ces villages-là, ces populations se réunissent pour essayer de faire des routes, mais il faut les aider à faire les ponts au moins, de façon à ce qu'ils puissent, ces populations puissent écouler. Je crois qu'on a assez discuté des infrastructures routières interurbaines, l'approvisionnement de la capitale en moyens de transport urbain. 30 secondes. Encore une fois, je pense que c'est le système. Ils nous ont annoncé ici des bus qui sont venus, comme quoi ça. Qu'est-ce que vous prévoyez pour corriger? Vous n'avez pas assez de minutes. Il faut que les Guinéens comprennent ce que nous voulons proposer, parce que nous proposons en fonction de ce qui est. Donc il faut d'abord décrypter la situation. On nous a annoncé ici que des bus sont venus. Mais les bus sont venus, on les a vus. On prend les bus, on les gare, après on change la peinture, on affecte à des individus, ça travaille et on donne l'argent à des particuliers. C'est ça le système. Il faut que cela change. Nous allons proposer, n'est-ce pas, nous proposons aux Guinéens que s'ils votent Elhaj Papa Kolik Roman au soir du 11 octobre et que Elhaj Papa Kolik Roman soit le président de la Guinée, nous allons leur trouver des bus pour eux. Pas des bus qui vont servir à des individus. Et nous allons trouver des bus spéciaux pour les étudiants. Mais moi, je pense qu'il est indispensable parce que le secteur des transports est un secteur marchand. Donc, il faut ouvrir ce secteur aux investissements privés. Et comment est-ce qu'on ouvre ce secteur aux investisseurs privés? En leur accordant déjà, en créant un climat de confiance. Et en créant ce climat de confiance, en accompagnant ces investisseurs, on pourra ensuite investir dans le domaine du transport, améliorer les prestations. Et voilà, entendu, pour le bien-être des populations. Donc, nous, on ne sera pas dans cette démarche qui consisterait à recevoir 100 bus et à les affréter à des causes de campagne en violation du code électoral, par exemple. Merci Nadia. Présent Abba. L'Union guinéenne pour la démocratie et le développement s'attelle sur la primauté de la loi. Je pense en Guinée, c'est la loi qui n'est pas appliquée. Si la loi est appliquée, on ne verra que 4 personnes dans un taxi. C'est ça la loi. Donc je pense que lorsque nous serons au pouvoir, c'est la primauté de la loi. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de renforcer effectivement le partenariat public-privé et d'aider les investisseurs privés, n'est-ce pas, à s'investir dans ce secteur de transport. Et puis nous allons séparer la capitale économique de la capitale politique. La suite avec M. Barry. Ok, merci. Je n'aimerais pas que vous limitiez le transport seulement aux infrastructures routières, en fait, au mode de transport routier. Il y a le mode de transport aérien, les aéroports. Il y a le mode de transport maritime, les ports. Vous avez vu l'aéroport de Conakry, dans quel état nous l'avons pris. Et dans quel état il se trouve aujourd'hui. Trêve de discussion. Vous avez vu le port de Conakry. L'extension du port de Conakry a permis de mettre en œuvre 340 mètres linéaires de poste à quai. Merci, nous sommes tous victimes de ce temps-là qui ne nous permet vraiment pas
d'être expansif en détail, d'être en profondeur dans ce débat. Mais merci quand même à vos différentes contributions. On espère que les téléspectateurs ont pu comprendre quelque chose par rapport à l'orientation, à la vision de vos différentes formations politiques. Aminata Sangaré, merci. Merci. Merci aussi à Kouaïla pour cette contribution. Merci surtout à nos invités, Nadia Nama de l'UFDG, donc porte-parole de ce candidat. Merci à Sia Kabari, conseiller du directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel. Grand merci au parti groupe représenté par Jean-Victoire Tokpa, et il est directeur de communication de son parti. Grand merci également à l'UGDD, représenté ce soir par François Abba, vice-président aux finances et au développement. Le débat peut se poursuivre chez vous, aimables téléspectateurs, mais aussi sur notre page Facebook. Pour la suite, nous vous donnons rendez-vous à la même heure sur ce même plateau. Ce sera le 24 septembre. Et qui seront les invités? Oui, ce sera donc jeudi prochain, le 24 septembre. Nous aurons donc rendez-vous avec l'UFR, l'Union des forces républicaines, le Bloc libéral, le Parti des écologistes de Guinée et le PEDN. Donc le rendez-vous est pris pour jeudi 24 septembre à la même heure pour programme croisé à Boubacar. Avec le même thème, services sociaux et infrastructures de base. Merci, nous vous aidons à faciliter votre choix le 11 octobre prochain. Au revoir. Je suis fier de l'appeler sur scène avec bien évidemment vos applaudissements. On accueille Ibrahim C, s'il vous plaît. Applaudissements. Ibrahim C pour Star Vacances. Yeah. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ensemble. Tout le monde. Tout le monde. Le bonheur, tout le monde, le bonheur, le bonheur. Le bonheur, tout le monde. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur.
Merci beaucoup. Vous êtes vraiment des êtres magnifiques. Il pleut des trombes tôt sur Conakry. Mais vous êtes là. Allez, applaudissez pour vous-même. Parce que c'est vous qui soutenez cette émission, cette grande œuvre artistique et culturelle. C'est vous qui êtes des fervents supporters de Star Vacances. Et ça mérite des applaudissements. Applaudissements encore. Depuis ce matin, il pleut vraiment beaucoup sur la ville de Conakry, à n'en pas finir. Il pleut beaucoup vraiment, mais vous avez tenu à être là. Ceux qui ne sont pas là, c'est pas bien grave. Ils pourront nous apprécier sur la télévision nationale, mais il faut être là pour vivre ces moments que nous allons vivre dans quelques instants, parce qu'aujourd'hui, 4 troupes étaient prévues au programme. 3 sont là, et c'est le plus important, n'est-ce pas? Il y a là l'oiseau blanc de Matoto. Il y a la troupe Amoussou de Ratama. C'est tout? Plus fort! Oui, il en reste une. C'est la troupe Wassasso. Oui, le groupe Wassasso de mon ami Sorel, qui est ici malheureusement. La troupe Ballet de Matam